Bienvenue à Ciné Histoire spéciale Critérion. On est déjà rendu au numéro 9. Ça avance bien, un bon train. Ça a passé vite de 1 à 9. Oui, je suis toujours en compagnie de Jade, que vous avez mystérieusement entendu avant que je la présente. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Et là, avant d'entrer dans l'émission, je veux juste revenir sur de quoi que j'ai dit à la dernière. Je parlais du film LOL, qui était un film français à la base, puis un film américain par la suite. Mais finalement, là, apparemment, ça serait la même personne là, qui est director puis scénariste. Là. Donc, on parle de Lisa Azuelos, qui est une Française. Donc, le film français date de 2008 et le film américain date de 2012. Fait que finalement, c'est la même personne qui a fait les deux. Fait qu'on peut se rajouter ça dans la liste des exemples qu'on avait. Ah oui, des remakes faits par le même réalisateur. Mais réalisatrice dans ce cas-ci. Voilà. Merci bien. Écoute, aujourd'hui, on parle encore d'un film de John Woo, un autre film d'action hongkongais. C'est pas facile à dire, hongkongais. Hein? Hongkongais. Donc, le film Hard Boiled, sorti en 1992. C'est évidemment John Woo, on l'a mentionné. Le scénariste, en fait, c'est Woo et aussi Barry Wong, qui malheureusement est décédé. J'ai pas investigué plus longtemps, là, mais il est parti en vacances pendant qu'il écrivait le film, puis il est mort en vacances. Donc, je sais pas comment il est mort nécessairement, mais c'est Woo qui va reprendre un peu le film. Il va quand même modifier aussi beaucoup d'éléments du scénario de base. Je vais pouvoir l'approfondir un peu plus tard. Et Chow Yun-fat reprend son rôle, mais continue en tant que personnage principal dans ce deuxième film de John Woo. Parce que cette fois-là, il joue un policier et non pas un tueur à gages. Donc, il y a Chow Yun-fat, on n'a pas besoin de revenir là-dessus, mais il y a aussi Tony Leung qui fait son apparition. Un peu Tony Leung, c'est l'un des acteurs asiatiques les plus connus et qui s'est dit souvent que c'est le meilleur acteur d'Hong Kong de l'histoire. C'est quand même pas rien. Il a gagné notamment le prix du meilleur acteur à Cannes pour In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Il a déjà travaillé avec Woo dans Bullet to the Head, qui était le film que je cherchais aussi, qui est souvent praisé excusez les anglicismes là, mais qui est souvent pressenti pour être le meilleur film de John Woo de sa période de Hong Kong. On le connaît également pour Chungking Express. Il joue un des deux policiers dans le film. Puis il y a 6 autres films du réalisateur Wong Kar-wai. Il va jouer également dans Shang-Chi de Marvel qui s'en vient. Bon, on sait pas trop quand. Avec la pandémie, tout a été déplacé. Mais bon, en théorie, ce serait l'année prochaine, je crois. Puis c'est également un musicien, rien de moins. Ça met aussi en vedette Anthony Wong, qui est surtout connu pour ce film-là, mais aussi pour Infernal Affairs et pour La Momie 3, qui a été tourné à Montréal d'ailleurs. C'est de loin la pire momie. Mais je l'avais vu au cinéma puis je m'étais endormi. Fait que ça a fait une très belle impression sur moi. Il y avait aussi Jet Li, je pense, dans celui-là. Voilà, puis ça met c'est ça. On l'a dit, c'est un film de Hong Kong, une durée de 126 minutes, donc un peu plus long que le précédent. Encore action thriller, mais là cette fois-là le thriller il est quand même présent. On pourra revenir dans la catégorie dans la section de nos impressions là, mais il y a beaucoup plus d'histoires dans ce film-là que dans The Killer. J'ai trouvé là, c'est plus facile à suivre aussi là, c'est plus clair. Ça commence, tu sais, on nous étale les faits, puis c'est vraiment un film d'action composition plus classique là. The Killer, c'était pas vraiment ça, tu sais, on dirait que les choses arrivaient les unes après les autres. Là, c'est drôlement dit là, mais on dirait qu'il y avait pas de plan nécessairement d'où ça s'en va. Puis là, c'est plus classique là, tu sais, c'est tout étendu en avant de nous, puis on avance là-dedans. Puis c'est un bon film d'action pour vrai. Ouais, on va pouvoir y revenir. Il n'a pas gagné de prix non plus, mais il a été présenté à plusieurs festivals. Encore une fois, Toronto aussi, sa première nord-américaine. L'édition Criterion, vous pouvez le voir encore si vous écoutez si vous l'écoutez sur YouTube, on a la pochette de l'album. Donc quand c'est écrit The Criterion Collection dans le haut, en fait, c'est ça. C'est souvent parce que c'est des films qui ont été discontinués, qui sont pas toujours, là, mais très souvent, qui n'ont pas eu, disons, une mise à jour de la part de Criterion. Aujourd'hui, disons, les nouvelles éditions, ils ont un C dans le coin à gauche, puis les informations se trouvent, en tout cas, à gauche, en bas de la pochette, mais c'est ça. Il y a quelques-uns des films, celui-là en fait partie, comme The Killer aussi, qui ont été achetés par d'autres maisons de distribution.
Donc voilà, il n'y a pas eu de mise à jour. Donc il est discontinué. On a quand même des informations sur la pochette. On l'a écouté aussi sur YouTube. On l'a pas écouté sur la plateforme de Criterion, malheureusement. Donc il y a des commentaires audio par John Woo, Terrence Chang qui est le producteur, et le réalisateur Roger Avary et le critique Dave Kerr. Donc les quatre font des commentaires audio. Il y a les bandes annonces de 11 films hongkongais de Woo. Donc ça peut être intéressant. Tu sais, on en parlait justement au dernier épisode, que c'est pas tant intéressant des bandes annonces du film que tu viens d'acheter nécessairement, mais là on peut avoir un bon portrait, puis ça doit être des bandes annonces assez accrocheuses, j'imagine, assez explosives. Là. Ben, on avait regardé avant là, de se lancer dans les films qui nous restaient quand on était rendu à peu près au numéro 5. On avait regardé les bandes annonces de tout ce qui s'en venait, en fait de 5 à 10, là, puis c'était quand même... Oh ouais, c'est très exubérant, puis c'est ça, très il se passe explosif. pas grand-chose, il y a beaucoup de guns, beaucoup de coups, puis c'est pas mal ça. T'sais. Ouais, je serais quand même curieux de voir, c'est ça, ces autres films-là de John Woo, Bullet to the Head, mais la série de films qu'il a fait aussi avant, là, je me souviens plus malheureusement. Mais bon, il y a aussi un film étudiant de John Woo. Ça peut être intéressant aussi à voir. Je sais pas, là c'est un vrai film, pas de budget, donc ça pourrait être particulier. Il y a des sous-titres en anglais et également un doublage anglophone. Criterion aime pas tant ça non plus. On sait qu'Amarcord aussi avait un doublage, je crois, disponible sur leur édition. Criterion aime que le film soit présenté comme le réalisateur le souhaite, donc c'est pour ça que souvent c'est la version originale à laquelle on a le droit. Je sais que Woo aussi, après ce film-là, a fait son passage à Hollywood, donc peut-être qu'il revendique aussi la traduction anglophone parce que c'est ça qui l'a fait connaître un petit peu, mais bon. Donc il y a ce doublage anglophone-là qui est disponible. Il y a aussi un guide sur les films de criminels, de gangsters de Hong Kong, parce que c'est un genre assez présent là-bas, dans ce cinéma-là. Puis il y a également en fait le petit pamphlet en fait qui est dans dans le DVD. C'est des notes sur le film par Barbara Shares. Peut-être parler un peu du film, du résumé. Très, très bon film. Hein? On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est ça, tu l'as dit, plus classique dans sa forme scénaristique. Je te laisse te certainement. lancer. Donc, en fait, le film s'ouvre là, super rapidement dans un bar de jazz, puis après, on s'en va dans un restaurant, maison de thé, où il y a des cages d'oiseaux accrochées en haut des tables. On comprend pas trop. Mais dans ce restaurant maison de thé là, il y a un trafic d'armes là qui est en train d'avoir lieu. Ils ont mis des armes dans le double fond d'une cage à oiseaux puis ça. Puis là on voit les inspecteurs de police Tequila qui est Chow Yun-fat et Benny Mac qui tentent d'arrêter ce groupe-là de trafiquants. Ils y arrivent dans le fond, mais le partenaire de Tequila meurt sur les lieux. Puis il y a beaucoup d'autres policiers là qui vont malheureusement mourir dans cette scène-là. Pour se venger, Tequila tue le gangster qui l'a tué plutôt que de l'arrêter. Mon Dieu, je comprends pas la en fait, phrase. excusez, mais Tequila tue le gangster qui a tué son partner, en fait. Ah oui, okay. Mais il aurait dû le garder vivant, il aurait dû l'arrêter, oui, c'est ça. Mais il le tue. Donc, son boss, là, son superintendant, il voulait vivant pour témoigner parce qu'il disait aussi que ça fait longtemps qu'il talonne puis il était pas capable de l'avoir. Donc, c'est pas mal ça. Puis Tequila se fait enlever du cas sur lequel il travaille à cause de ça. Pendant ce temps-là, il y a Alan qu'on suit, qui est un assassin employé par, on l'appelle Oncle Hoy, qui est le chef d'une triade. Puis Alan on le voit dans une bibliothèque, là, tuer un de ses employés, dans le fond, qui l'avait trahi pour une triade rivale, qui était menée par Johnny Wong. Wong, lui, va tenter de défaire le clan de l'oncle Hoy, qui est... Wong est assez impressionné par Alan, puis il tente de le recruter, mais en fait, là, c'est ça. Alan va comme jouer sur plusieurs tableaux en même temps, là. Fait que ensemble, ils vont tuer oncle Hoy, puis tous les hommes qui travaillent avec lui, dans le fond. Par contre, on apprend après cette fusillade-là qu'Alan est en fait un agent undercover il travaille en partenariat beaucoup là, avec le boss de Tequila. Il envoie des messages codés tout le temps là, à la secrétaire puis tout ça. Donc, on le comprend plus tard, là, mais c'est quand même bien fait. Tequila va donc aller le voir pour comprendre
qu'est-ce qui se passe, c'est quoi son travail, puis tout ça. Par contre, il y a une embuscade qui leur est tendue, ils sont sur le bateau d'Alan, probablement. Puis il y a des gars qui viennent essayer de les tuer à ce moment-là. Puis évidemment, faut pas qu'ils soient vus ensemble parce que sinon, ça casse un peu les plans de tout le monde. Donc on dit il y a un autre agent undercover qui est Foxy, qui va être blessé sur les ordres d'Alan parce qu'il savait pas qu'il était undercover. Pour s'excuser, il va le voir à l'hôpital. Puis après ça, on a comme à peu près, pour vrai, je sais pas combien de temps ça dure la deuxième partie du film. Une bonne heure, je pense, 45 minutes. Là, on a après une grosse scène d'action dans un hôpital qui ressemble vachement à Die Hard. Puis c'est un peu ça, dans un hôpital avec beaucoup de nouveaux-nés aussi. Oui. Il y a comme une belle tension là, dans le maternity ward puis tout ça. Oui, exactement. C'est un film très intéressant, puis c'est ça qui est plus... à chaque fois, c'est ça qui est particulier. Quand on regardait la bande-annonce, c'était juste des fusillades. Quand je regardais le film vite comme ça, puis que j'avançais dans le film, c'était toujours des fusillades. Mais quand tu l'écoutes, il y a vraiment beaucoup de dialogue, puis il y a beaucoup d'enquêtes autour. Je sais pas pourquoi on tombait jamais sur ces scènes-là, mais c'est vraiment intéressant d'avoir un peu des moments d'action, puis après ça, des moments plus conventionnels comme film d'action, ce qui n'était pas le cas de The Killer, notamment. The Killer, c'était pratiquement juste des fusillades tout le temps, là, fait que ça faisait du bien. C'est le dernier film de John Woo avant son passage à Hollywood. Il mentionne avoir voulu faire un film sur des policiers après avoir toujours fait des films sur des gangsters. Puis il voulait le faire un peu à la façon d'un Dirty Harry, évidemment, qui a marqué l'imaginaire, le personnage de policier peu scrupuleux fait par Clint Eastwood. Il n'a pas connu un aussi grand succès commercial que The Killer puis A Better Tomorrow, qui était son autre série là, que je cherchais tantôt. Mais il va quand même connaître un plus grand succès critique. Donc, c'est ça, là, je vais juste pitcher plein d'informations aussi sur le film. Le personnage d'Alan aussi, il fait de l'origami, puis chacun de ces animaux qu'il fait, en tout cas de ces bouts de papier qu'il fait, c'est une des victimes qui doit malheureusement quitter. Puis cette thématique-là un peu est inspirée de la fille de John Woo, qui n'était pas tueuse à gages ou rien, là, mais qui faisait elle-même de l'origami au temps où Woo s'est mis à écrire le film. Il mentionne également que le personnage est inspiré du personnage d'Alain Delon dans Le Samouraï. Donc encore une fois, il revient sur Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui semble avoir quand même beaucoup marqué, je crois, ce film-là, qui était d'ailleurs The Killer est très grandement inspiré de ce film-là, comme vous l'avez peut-être entendu à notre dernier épisode. Le film commence à se développer en 1990, donc tout de suite après The Killer. Il affirme déjà vouloir faire un film au style différent de ses précédents, puis plus de style thriller, puis ça paraît vraiment, là, il y a quand même... il y a beaucoup de similitudes entre les deux, mais c'est vraiment... On est dans un film plus... quasiment hollywoodien, là, pour vrai. Là, c'est très classique. C'est même style de construction, même formule, tout ça. Donc, plus de à quoi on est habitué, j'ai l'impression. Ouais, là. Exactement. Michelle Yeoh, qui est bien connue aujourd'hui aussi, est à Hollywood notamment, mais était supposée jouer dans le film parce qu'elle était mariée avec le producteur aussi, mais ça s'est pas concrétisé, conflit d'horaire et tout. Puis c'est peut-être pas que c'est peut-être mieux, là, mais le personnage féminin dans le film aussi, je vais y revenir, mais elle n'a pas un grand rôle non plus. Là. Michelle Yeoh était bien connue. C'est la secrétaire, c'est la secrétaire du boss. C'est la blonde aussi de l'employé là, qu'on suit. Puis c'est elle qui reçoit les messages codés là, de c'est Alan. pas sa blonde. C'est pas sa blonde. Mais non? Oui, non, ils ont une relation, ils arrêtent de le dire. Non, parce que là, j'aurais peut-être... je vais revenir, mais en fait, c'est qu'il est supposé avoir une relation amoureuse entre Tequila et Teresa. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est ça, mais finalement, ça a été coupé au montage. Je sais pas si on a retravaillé ça. On dit tout le temps, il l'appelle souvent sa copine, sa femme, tout ça. Puis quand elle reçoit des fleurs, il est un peu jaloux de la personne qui les envoie parce qu'il est pas au courant à ce moment-là là, que c'est des messages d'Alan, puis tout ça. Mais il y a quelque chose là-dedans. Ouais, mais en tout cas, l'histoire à la base était supposée être vraiment juste... une relation entre Tequila puis Teresa. Donc, non, mais c'est vraiment pas ça. Là. On n'est pas... C'est ça. Non, mais ça a pas été développé à ce point-là, mais il y a un petit quelque chose quand même dans... Je suis content que tu l'aies décerné. Moi, j'ai pas vu ça du tout. Non, pas partout. Bon. C'est parce que c'est ça. On les voit jamais ensemble, il me semble. Ben oui, mais... Quand est-ce? Ben non, mais ils sont ensemble.
Ben non, ben oui. Mais je non, t'entends parler. mais non, mais je les ai dit, là, les éléments. Puis c'est à la fin aussi, quand ils se sauvent là, de l'hôpital, puis tout ça, mais là, ils se voient, puis c'est final Die Hard à l'extrême, là, ils se prennent dans leurs bras, puis je pense qu'ils s'embrassent aussi. Non, c'est pas Alan, c'est Tequila, c'est ça? Ah oui, mais je pensais que tantôt tu m'as dit que Alan était... Ok, on parlait pas de la même chose, là. Ok, mais non, ça fait plus de sens d'abord, parce que moi je pensais que tu disais que Alan et Teresa avaient... Non, pas du tout, non, Tequila, j'avais jamais vu ça. Ouais, Tequila, oui. Mais non, pas Alan, certain, voyons. Mais c'est lui qui envoie les fleurs. Ben oui, c'est lui qui envoie les fleurs, mais non, c'est la blonde de Tequila. Pardonnez ça, on communique plus. Mais non, c'est ça, peut-être qu'on aurait dû le couper au montage, mais bon, vous allez devoir nous endurer pendant ces 2 minutes de ça. Au départ aussi, ça c'est particulier, Alan était supposé être un psychopathe qui empoisonne des enfants. Rien de moins, hein? Parce qu'on sait aussi qu'il y a une bonne partie du film, justement, comme tu l'as dit, qui se passe dans le maternity ward. C'est vraiment des bébés naissants, là. Ouais. Tu sais, ils sont super petits, puis il y a toute une session de sauvetage de ces enfants-là dans leur berceau. Tu sais, c'était assez... on aurait ajusté, on aurait ajusté le tir, puis je pense que c'est une bonne décision aussi, là. Ça aurait été un film... ça aurait été totalement différent, en fait. Parce qu'on se doutait que les gens allaient peut-être pas aimer ça, là, donc je me demande pourquoi. Le tournage va durer 123 jours. On sait, je l'ai mentionné dans le dernier épisode, avec The Killer, ça a duré 90 jours, puis déjà là, c'était quasiment c'était le double des tournages habituels. Donc là, 123 jours, c'est considérable. Ouais, c'est ça. Puis un peu comme The Killer aussi, où continue à improviser certaines des scènes d'action en se laissant guider par l'environnement physique. C'est le cas notamment de la scène d'ouverture. Plusieurs trucs, là, évidemment, dans la maison de thé. Mais il y a une scène où il s'accote le dos sur une rampe d'escalier puis il descend en tirant comme ça. Donc ça, c'est improvisé parce que en fait, ils ont tourné vraiment dans une vraie maison de thé qui était supposée se faire démolir 3 ou 4 jours après. Donc ils ont réquisitionné la maison de thé pour faire le tournage. Ce qui a causé 2 problèmes différents. De un, la grogne des personnes, parce que c'est une maison de thé qui était quand même assez centrale dans un des quartiers résidentiels de Hong Kong. Donc, évidemment, la population, puis c'est des scènes souvent qui sont tournées la nuit, donc la population aimait pas tant ça, mais les policiers, c'était des grands fans de Wu, donc ils ont laissé le tout se faire. Le tournage, je pense qu'il dure 1 semaine, je sais pas si je l'ai mentionné en quelque part, mais bon. Donc, pendant 1 semaine de temps, il y a des tirs de fusils. Encore une fois, c'est des vrais fusils qui sont utilisés, mais des balles à blanc. Donc, ça sonne très fort. Puis le deuxième problème que ça a causé aussi, c'est que c'était dans un quartier qui était possédé par, qui était sous la protection on va dire ça comme ça, une des triades d'Hong Kong, puis il a demandé à se faire payer pour le tournage. Donc, je sais pas s'il y a un petit budget qui a été débloqué pour payer ça. Budget pot de vin, je ne sais pas trop, mais... Donc c'est ça, le tournage a pris un petit peu plus de temps, surtout dans la scène introductive, à cause de ces 2 éléments-là. C'est ça, comme je l'ai mentionné, il était supposé avoir une romance plus développée entre Tequila et Teresa Chang, qui est la policière, disons. Mais ça a dû être coupé au montage parce que le film était trop long. Puis à cause de ces coupures-là, Chow Yun-fat trouvait qu'on n'approfondissait pas assez son personnage. Donc ils ont ajouté une conversation avec son mentor. Ils vont dans un bar à un moment donné, là, puis ils discutent avec le barman, il me semble, en tout cas le propriétaire du bar. Puis c'est joué par Wu lui-même. C'est Chow Yun-fat qui a insisté sur le fait que ce soit Wu qui joue son mentor. Oui, parce que c'est son ami, mais surtout parce qu'il se doutait que s'il était dans la scène, il allait pas la couper au montage parce que c'est lui-même le réalisateur. Donc, puis ça n'a pas été coupé au montage, effectivement. Wu a également créé le personnage de Mad Dog pour le cascadeur, puis le personnage de Mad Dog, en fait, c'est comme l'archétype du bad boy, pas bad boy, mais du gros méchant là, dans un film. Il ressemble beaucoup à Terminator. Il a toujours son manteau de cuir, il dit pas un mot, il est très... tu le sens qu'il est tough, mais il est très... c'est ça, il est fidèle, disons, le petit chien de poche du gros patron. Donc, Mad Dog, et voilà. Puis, parce qu'il trouvait en fait que Wong, qui est le véritable méchant du film, il était pas assez menaçant. Puis, avec raison aussi, parce qu'il est pas, il est pas très, très menaçant. Il a même pas l'air asiatique, en fait. On se l'était dit. Là, non, mais c'est ça. Moi,
Je sais pas à qui me faisait penser, ou il me faisait penser à personne, mais je pensais en fait que c'était un occidental, là. Ouais. Mais finalement, en faisant des recherches, non. Sauf que il a pas l'air Effectivement. d'un asiatique, mais pas du tout. Puis ouais. Pour poursuivre un peu, la scène dans l'hôpital, qui occupe quand même une grosse partie du film, a été tournée dans un studio, mais le studio lui-même était une ancienne usine de Coca-Cola. Donc, qu'on a reconverti. La scène, à elle seule, prend 40 jours de tournage, puis a causé plusieurs problèmes, dont des blessures à Tony Leung. Il y a une vitre qui explose à un moment donné, puis il a reçu du verre dans l'œil, donc c'était pas agréable. Donc, greffe de cornée. Ouais, puis, c'est ça, on retourne dans The Killer complètement. Puis, il y a aussi un épuisement général de l'équipe, aussi beaucoup de tension sur le set. Je sais pas si je l'ai noté un peu plus loin, mais il y a une grosse scène d'explosion à la fin avec un bébé, notamment. Là. Puis, il y a une scène qui fait écho beaucoup à Die Hard aussi, là, la finale. Puis, il trouvait que John Woo trouvait que la réaction de Chow Yun-fat était pas assez crédible. Donc, au lieu de créer il va faire l'explosion plusieurs fois, puis au lieu de déclencher l'explosion comme au moment où c'était prévu, il décide de le déclencher un peu avant. Comme ça, l'acteur a vraiment peur parce que il était vraiment là, en fait, sur le lieu de l'explosion, puis il doit courir pour s'évader. Puis apparemment que c'est ça, Chow Yun-fat, il a failli mourir là-dedans. Puis à la fin de la scène, il s'est mis à insulter John Woo comme ça se pouvait pas. Parce qu'il a dit « Est-ce qu'au moins la chatte était belle? » Puis la réponse était oui, parce que c'est celle qu'on trouve dans le film. On note aussi un beau plan séquence impressionnant où les personnages entrent dans un ascenseur puis ils ressortent. Je sais pas si tu te souviens de cette scène-là, mais justement, ils rentrent... en tout cas, ils sortent d'où ils étaient, ils arrivent dans une nouvelle pièce avec l'ascenseur, ils tirent du monde, ils rentrent dans l'ascenseur, puis là, l'ascenseur se termine, puis là, il se referme, ils ressortent à un autre étage, mais en fait, c'était le même étage, l'ascenseur a pas bougé, donc l'équipe a eu 20 secondes pour nettoyer tout le monde, nettoyer, c'est ça, enlever tous les dégâts qu'il y avait, puis c'est ça, reprendre l'action où c'était. Je trouvais que les deux places étaient similaires aussi quand je l'ai écouté, mais j'avais pas dénoté nécessairement ça, mais ouais, et donc c'est une scène quand même assez difficile techniquement, là. Mais ça fait partie comme on disait aussi au dernier épisode, de ces trucages authentiques là, exactement. Ça aurait peut-être été plus simple de prendre un vrai building avec un vrai ascenseur, mais bon, c'est un studio, donc on fait avec qu'est-ce qu'on peut. Les critiques, juste pour faire écho aussi encore à The Killer, Woo va justement réussir à introduire son film avec une chanson jazz, ce qu'il avait tenté de faire pour The Killer, mais que le producteur s'était opposé. Là, cette fois, il lui a permis, j'imagine. Donc, c'est Michael Gibbs, notamment, un musicien jazz très connu, qui signe la trame sonore du film. Les critiques sont assez bonnes. On le compare parfois aussi à True Romance qu'on a vu. Effectivement, je trouve certains parallèles. Évidemment, c'est Quentin Tarantino qui a écrit le film, même si c'est Tony Scott qui l'a réalisé. Mais il y a certains parallèles, cette espèce de deux criminels en cavale. Ben là, c'est pas des criminels, c'est des policiers. En tout cas, tout le monde est un peu undercover tout le temps. Là. C'est particulier, mais cette extravagance-là, puis des personnages... badass. Pour les personnages, pour l'extravagance, je peux le donner. Pour le film en lui-même, l'histoire, je pense qu'on est peut-être pas au même endroit. Là, c'est vraiment plus... Ouais, l'histoire, non, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Je peux voir les éléments que tu as pointés, mais les autres, j'ai peut-être plus de difficultés à les... Ceci dit, True Romance, en tout cas, c'est un très bon film. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. C'est dans le style de Tarantino sans que ce soit lui, mais bon... Aussi, plusieurs des scènes ont été doublées par la suite parce ce qui permettait un peu plus de liberté à la caméra et donc moins de micros qui étaient utilisés. Puis aussi, comme je vous disais, les body count, ces fameux body count, combien de personnes sont décédées dans le film, je m'en fous un peu d'habitude, mais on se souviendra que dans The Killer, le count était de 120 personnes qui sont décédées. Ben là, c'est exponentiel. Hein? C'est comme la crise en ce moment. Là, on passe à 307 personnes qui sont décédées tout au long du film. Essentiellement tous tués par... Aucun bébé. Je veux le préciser parce qu'on le mentionne depuis tantôt, là, mais... c'est ça vient nous
chercher cette scène-là, mais non, aucun enfant injured dans le tournage. Donc, je sais pas, par exemple, je sais qu'ils mettent des bouchons, on les voit mettre des bouchons aux enfants, là, mais je sais pas s'ils utilisaient des vraies armes aussi pour ces scènes-là, parce que pas sûr que de tirer un coup de fusil à côté d'un bébé naissant, ben ils sont pas naissants clairement, mais ils sont très jeunes. Ils sont naissants parce qu'ils sont dans l'aile de l'hôpital. Oui, mais ils se veulent naissants, mais tu sais, les bébés étaient pas. Oui, je comprends, mais non, effectivement. Ils n'ont pas pris un bébé prématuré pour tourner le film. En tout cas, j'espère pas. Mais c'est la politique d'un enfant. En Chine à l'époque, je sais pas si tous les deuxièmes enfants ont participé au tournage de ça, je sais pas. C'est à voir. Ouais, mais non, c'est une question intéressante quand même qui est soulevée. Puis, on n'a pas malheureusement la réponse, mais effectivement, il y a beaucoup de coups de feu à côté des enfants. Il y a une scène là, justement marquante quand même vers la fin où le personnage de Tequila a un enfant en espèce de bandoulière là, sur son ventre, puis continue à tirer des gens un peu partout. Là. Fait que c'est du film d'action à son meilleur. Ben justement, on serait rendu à nos impressions. Je te laisserai poursuivre. Peut-être comment t'as trouvé ça, ce film-là? Parce que The Killer, on avait aimé ça, mais c'était pas révolutionnaire. Là, c'était pas dans nos cordes, disons. Mais là, honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, là, on est dans le même genre. Là, c'est un gros film d'action, de la grosse action sale là, qui sent le mal. Là, mais c'était bon, tabarouette. C'est venu me chercher. Je trouve que l'histoire était plus facile à comprendre que l'autre, le précédent. On est plus investi des personnages aussi. Le but est clair. Il y a quelques moments où on était un peu mélangé dans les personnages pis tout ça parce que tout le monde est un peu undercover, des doubles, des triples agents, mais somme toute, c'est un film que j'ai bien apprécié. Il y avait les sous-titres qui nous rendaient la lecture un peu difficile parce que là, quand à l'autre, là, à The Killer, on avait des petits textes, là, c'était comme c'était grand, mais c'était style pixel jeu vidéo. Ouais, jeu vidéo, ouais. C'était pas super facile à lire non plus, mais quand même, ça se fait bien. Mais non, j'ai vraiment aimé ça, ce qui en ferait pour ma part. On va attendre. Tu peux donner ta note tout de suite. Là. Ouais. Ah non, je voulais pas aller au classement, je voulais juste dire la note justement. Donc oui, un 3.5. Ah ouais. Ce qui en ferait un 7. 7? Ah ouais? Ben 3.5, 7, ouais. Ah ouais? Ah, je pensais que s'il y avait mis... Attends, mais j'ai-tu mis plus que ça? Mon Dieu. Je sais pas, il me semblait... Parce que là, on a vu d'autres films aussi, là, c'est ça l'affaire. Quand on s'en était parlé. Mais commence, puis je vais aller le chercher en même temps. Sur la question des sous-titres, moi aussi, effectivement, je trouvais que c'était dur à... puis je suis pas tout seul à l'avoir dénoté non plus, mais c'est dur de suivre à la fois les sous-titres et les scènes d'action parce que tu veux voir vraiment, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis... c'est ça, puis en même temps des fois t'es pogné à lire les sous-titres, mais bon, tu sais, on outrepasse ça quand même. Sinon aussi, au départ du moins, le film, il y avait un montage enchaîné qui était des espèces de fondus vers d'autres plans là, qui faisaient un zoom, en tout cas il y avait plusieurs trucs de montage qui me gossaient un petit peu, mais bon, ça s'est vite estompé, puis là je suis rentré dans l'action, puis je me suis laissé guider par Wu puis son scénario, son excellent scénario, c'est ça, c'était très très Die Hard-esque là, jusque dans un des derniers moments notamment du film. C'est lui c'est le policier qui saute de l'immeuble avec une corde puis qui permet de ralentir un peu son ça faisait très Die Hard là, comme c'était quelque chose quand même là, parce qu'on dit une corde mais c'est pas tant de corde là, c'était des fils électriques, vraiment des gros câbles là. Puis en plus il y a un bébé dans ses bras, tu sais, puis l'affaire aussi c'est qu'il court puis ça l'arrache je sais pas de ce qu'il retient dans le fond dans les murs. Puis là, il va sauter avec ça, tu sais, puis il y a aucune résistance, là. C'est à chaque fois qu'il court, tout arrache. Fait que dans le fond, il y en a pas de safety net, là, je veux dire. C'est cette fameuse scène-là avec l'explosion et tout. Ah, c'est incroyable. Pour ma part, moi, c'est ça, c'est ça. J'aime les films d'action, mais c'est pas nécessairement mon genre préféré. Mais celui-là était très particulièrement prenant. Pour vrai, là, c'est étrange parce que c'est pas celui qu'on perçoit, qu'on voit normalement chez John Woo comme étant son meilleur. Mais moi, c'est vraiment celui que j'ai le plus apprécié, là, puis c'est un de mes favoris, je pense, des Critérions qu'on a écoutés jusqu'à présent. Donc, pour ma part, moi, je mettrais un 4 étoiles sur 5. Vraiment,
très très bon film d'action. J'ai vraiment aimé ça. Oui, ben écoute, là, honnêtement, je sais pas ce qui se passe avec mon compte IMDb, mais il semblerait que mes notes ne soient pas là. Par contre, il me semble que j'avais peut-être mis plus que 3.5, qui serait aussi un 4, probablement. On s'était entendu là-dessus. Ben, tu peux faire ton choix là. Non, mais c'était vraiment bon, tu sais, fait que je pense que ça se jouerait entre les deux, probablement, là. Je suis comme confuse, là, j'ai pas accès à toutes mes données, mais un 3.75 étoiles. Voilà. Parfait, ben on pourrait peut-être poursuivre avec il y en a pas beaucoup de références à la culture populaire malheureusement. Ben, je te laisserai poursuivre, je t'en avais ajouté une d'ailleurs. Oui, je sais que c'est ta section. Je vais commencer par celle-là aussi. Ça faisait longtemps là que je disais justement à mon partenaire que j'avais hâte d'avoir des références qui soient ailleurs que dans le cinéma ou la musique, puis là ben on est gâtés dans ce film-là. Il y a beaucoup de références dans des jeux vidéo, puis ça je trouve ça super intéressant. Donc Alex m'avait ajouté le jeu vidéo Stranglehold, qui est une suite du film, puis qui serait apparemment là en processus pour être lui-même adapté au cinéma. Puis d'ailleurs, Chow Yun-fat et Tony Leung reprennent leur rôle pour faire les voix du jeu. Donc c'est quand même assez intéressant c'est un médium comme un autre pour faire passer cette histoire-là, mais c'est assez intéressant de voir que la suite a été faite en jeu vidéo, alors que c'est pas... Ça se prête pas naturellement vers un portage aux jeux vidéo, mais bon, voilà. C'est bon. Donc non, il n'y a pas beaucoup de références. J'ai pas pu les catégoriser pour celle-là. Donc on disait dans Rapid Fire, il y a l'utilisation du slow motion et les mêmes angles de caméra sensiblement. Dans le film Joshua Tree, Tree dans le sens de arbre, là, un shootout dans un garage, sensiblement la même chose que dans l'hôpital. Dans le film Hard Target, qui est un film avec Van Damme, il y a le type de... Là, on disait le type de pistolet, en fait, le type de chambre à balles qui serait le même, parce que c'était quand même un élément important dans le film, là. Il y a plusieurs moments où on voit les balles dans la chambre, dans le fond, puis il y a comme de l'accent qui est mis là-dessus, donc c'était le même type d'arme. Dans le film Score, il y a un des personnages qui se nomme Tequila. Ensuite, 2 jeux vidéo. Donc, dans Max Payne 2, il y a un des niveaux qui se nomme Hard Boiled. Puis, dans la Matrice, le jeu vidéo, la Matrice Path of Neo, donc le chemin de Neo. Je l'ai, je pense. C'est un jeu à l'ordi que j'aimais particulièrement. Mais ça dit, en fait, que toute la section d'entraînement aux armes est basée sur ce film-là. Donc, ce que ça implique, je le sais pas, mais c'est ce qu'on disait. Il y avait le film A New Wave, qui, dans le fond, on parle des armes qui sont utilisées dans les films de John Woo. Fait que c'est référence plus au film qu'à Hard Boiled précisément. Oui, c'est ça. Ensuite, dans X-Men The Last Stand, il y a un moment où Wolverine allume son cigare de la même façon, dans le fond, que dans le film. Là, c'est pas quelque chose qui m'a marqué là, tant que ça, mais ça serait dans une voiture, puis Wolverine qui est peut-être badass, qui allume son cigare, mais bon, ça serait un clin d'œil. Puis dans le film Shoot 'em Up, il y a quelqu'un qui tire avec 2 armes en tenant un bébé là, dans ses bras de la même façon. Donc c'est tout, c'est ça. Mais par contre, j'ai remarqué là pour celui-là, tous les titres que j'ai nommés, en fait, pas les jeux évidemment, là, mais les titres de films, tout ça, c'est toutes des affaires que je connais pas, tu sais. Puis ça m'a fait réaliser que pour ce film-là précisément, c'est comme, tu sais, nous on a plus aimé Hard Boiled que The Killer. Par contre, les références sont plus sont moins je sais pas comment le dire, mais c'est tu sais, quand t'as un Van Damme là-dedans, je pense que vous pouvez comprendre le type de films qui sont référencés là. On est comme pas dans du cinéma c'est du cinéma qu'on n'est pas familier nous-mêmes là. Tu sais, il y a des gens, évidemment, il y a un public qui est féru de ces oui, clairement, de ce cinéma-là. Pour nous, c'est pas très connu malheureusement. On va sûrement en découvrir d'autres dans la collection Criterion, mais je te dirais que c'est pas mal le film le plus obscur de la collection jusqu'à présent, là, du moins. C'est justement, il a pas gagné de prix beaucoup à l'international, il a pas c'est un des films les plus obscurs, mais qui représente très bien
l'époque justement de Donkey Kong, un peu comme The Killer le fait, mais The Killer il était présenté à plus grande échelle, du moins à l'époque. Tu sais, puis c'est ça, c'est quand même étonnant qu'on l'ait plus aimé que plusieurs autres des grands classiques qu'on a écoutés jusqu'à présent. On se les fait dire aussi sur le groupe Criterion. On reviendra au prochain épisode où là on pourra faire un top 10 de nos 10 premiers films. Mais non, c'est ça, puis c'est aussi la mission de Criterion. Là. Oui, ils veulent préserver des classiques, des grands classiques du cinéma, mais ils veulent aussi trouver les perles rares qui méritent d'être préservées. Malheureusement, ils n'ont plus les droits, là, mais c'est aussi ça, Criterion. Là. Oui, ils s'assurent d'avoir des grands films, les 400 coups et tout, mais puis je pense que plus on va avancer dans la collection, puis plus on va trouver de ces films-là un peu, pas mystérieux, mais bien caché, disons, mais que Criterion a su rescaper puis restaurer dans la plupart des cas aussi. Donc, moi, je suis content aussi que ce soit un des films que j'ai jamais entendu parler. Mais tu sais, pour l'instant, La Belle et la Bête, on la connaissait, mais tu sais, Amarcord, c'était pas un film, tu sais, apparemment que c'est loin d'être un des plus grands films de Fellini, puis on l'a vraiment adoré. A vraiment aimé ça, oui. Celui-là aussi, apparemment que c'est un bon John Woo quand même, là, mais c'est un film qu'on connaissait pas, puis on l'a vraiment aimé. Donc, tu sais, c'est le fun de découvrir. Moi, j'en connais quand même beaucoup de films, mais qu'un film qui est assez, c'est ça, assez... mal aimé? Non, pas mal aimé, mais perdu, dissimulé. En tout cas, je trouve pas le terme que je veux, mais un film que j'aurais jamais écouté de mon propre gré, disons, que je l'aime autant que ça, donc c'est vraiment bien, pour vrai. Par contre, ça ne déloge pas, pour ma part, La Belle et la Bête, qui demeurerait au sommet de mon classement jusqu'à présent. C'était très bon, là. C'est pas comparable les deux, mais dans l'appréciation que j'en ai fait, puis dans l'expérience que j'en ai retirée, je crois que La Belle et la Bête demeure encore au premier rang dans mon cas. Et tu seras pas tout seul dans cette situation-là. Donc, pour moi aussi, c'est très bon hard-boiled, mais ne déloge pas la Belle et la Bête pour les prouesses techniques puis l'effet qu'il nous a fait. Je pense qu'on y pense encore un petit peu là, après le visionnement. Donc, voilà, La Belle et la Bête reste toujours au sommet. Ben voilà, ceci dit, c'est un très bon film. Si vous êtes des fans de films d'action, ben peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais sinon, allez voir ça. Pour vrai, ça se trouve sur YouTube. C'est assez facile à trouver. Puis c'est vraiment un beau moment que vous allez passer. Ben merci. C'est déjà tout pour nous. La semaine prochaine, c'est ça. Ben la semaine prochaine, j'arrête pas de dire ça. Ouais, voilà. On va parler du film Walkabout de Nicolas Roeg, qui est le 10e, en fait, déjà le 10e film de la collection Criterion. On va en profiter pour vous faire je voulais m'en dire un top 3, mais tant qu'à faire, on peut faire un top 10 des 10 premiers films, puis on verra qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, peut-être un top 3 de nos meilleurs Critérions par la suite, quand on arrivera de 11 à 20 et tout, comparer vraiment les deux, mais on va essayer de faire un petit top par dizaine de films, voir comment ça se situe. Donc, Walkabout, un film très intéressant de 1971 qui se passe en Australie, donc restez des nôtres, merci de nous écouter aussi, puis on espère que ça vous donne le goût un peu de voir des films auxquels vous n'auriez jamais pensé. Donc voilà, c'est déjà tout pour nous. Donc on se retrouve au prochain épisode. Merci. Merci.